Ok, analyse de variance à deux critères croisés. Je vais aller un peu rapidement parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dit plein de fois, donc en lisant les slides, vous allez les retrouver. Donc c'est quoi l'analyse de variance? Comparer simultanément les moyennes de plusieurs groupes. Premier exemple, donc ça c'est les exemples qu'on peut résoudre avec une analyse de variance simple. Donc j'ai une variable indépendante qui est méthode. Il y a trois types de méthodes, donc cette variable indépendante à trois niveaux. Je fais à chaque fois exprès de dire les choses comme on les dit en expérimentation pour que vous fassiez vraiment les liens entre les différents éléments. Une variable dépendante, donc une mesure sur les sujets qui est un score, un test de lecture. Donc on a pris 1, 2, 3, 4, 5, on a pris 15 sujets, 5 par type de méthode, ils ont chacun eu une méthode, et puis à la fin on leur a fait passer un test de lecture, et ils ont obtenu un score qui sont les nombres que vous avez dans ce tableau. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre, en supposant que plus le score est élevé, plus la méthode est bonne, et donc ce qu'on va essayer de faire c'est, on va utiliser une analyse de variance qui va permettre de comparer les moyennes des trois groupes. Et donc s'il y a une différence de moyenne, on va se dire, mais tiens, ça veut dire que les méthodes ne sont pas sur le même pied, il y en a qui ont l'air de donner de meilleurs résultats que d'autres. Et donc, attention, l'analyse de variance va juste vous dire il y a des différences entre vos trois méthodes. Si vous voulez aller plus loin, pour savoir quelle est la méthode qui est la meilleure ou la moins bonne, il faudra faire d'autres tests à l'arrière, mais on en parlera à la fin du cours, pour savoir où se situent les différences. Est-ce que c'est entre la 1 et la 2, la 1 et la 3, la 2 et la 3, d'accord? Alors, juste aussi une petite parenthèse, c'est que pour faciliter évidemment la compréhension, etc., j'utilise toujours des tableaux avec très peu de données, pas beaucoup de sujets, mais il est évident que pour utiliser une analyse de variance, il y a des postulats importants qu'il faut respecter, comme la distribution normale des données, ce qu'on appelle l'homocédacité des variances, c'est-à-dire l'homogénéité des variances, et que c'est clair qu'avec 5 données, ça peut pas coller, quoi. Donc normalement, on ne devrait pas pouvoir utiliser une analyse de variance sur un tableau si petit. Mais je fais exprès de prendre des tableaux petits pour vous aider à la compréhension. Là, mais normalement, il faut beaucoup plus de données que ça. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des différences de moyenne de score au test de lecture en fonction de la méthode, critères de partition. Donc pour résoudre ça, vous allez utiliser l'analyse de variance simple, et ça vous connaissez, vous comparez la variance intergroupe sur la variance intragroupe avec un F de C2. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu les années précédentes. Deuxième exemple, et ça, c'est l'exemple du nichage. Et donc là, on a deux variables indépendantes, méthode et type d'école, qui entretiennent entre elles une relation de nichage, donc relation de subordination d'une par rapport à l'autre. Vous voyez qu'on a 4 sujets qui ont été testés par école. Pourquoi on dit qu'il y a une relation de subordination? Parce que si je sais dans quelle école est l'enfant, je sais quelle est la méthode qu'il a eue. Mais si je sais dans quelle école il est, je ne sais pas toujours quelle méthode il a eue. Si je sais dans quelle méthode il a eu, je ne sais pas toujours dans quelle école il est. Donc il y a une des variables qui est subordonnée à l'autre. Ce qu'on va appeler la variable méthode, ce sera la nichante. La variable école, c'est ce qu'on va appeler la variable nichée. Et donc les nombres qui sont là, c'est une variable dépendante sur les scores aussi à un test. Ici, on a donc deux critères de partition qui entretiennent entre elles une relation de nichage. Pour résoudre, donc pour savoir s'il y a un effet de la variable école qui est nichée dans la variable méthode, vous allez utiliser l'analyse de variance à classification hiérarchisée. Pour ça, vous vous souvenez, il faut d'abord calculer un F pour voir s'il y a un effet des écoles. Vous vous souvenez de ça? On va faire la variance dans les sous-groupes, entre les sous-groupes, donc entre les écoles, par rapport à la variance dans les sous-groupes. Et en fonction du fait que ce F est significatif ou pas, vous allez considérer qu'il y a un effet école ou qu'il n'y a pas d'effet école. Et donc, vous allez calculer deux F différents pour voir s'il y a un effet méthode ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'effet école, donc si c'est non significatif, votre premier F, vous allez considérer que toutes ces données-là font partie d'un même et seul groupe, et simplement faire une analyse de variance sur les trois méthodes. Vous avez vu ça en année prépa? Je suis sûre que c'est moi qui l'ai donné. Vous n'avez pas eu ni année prépa, ni bac 1, ni bac 2. Ah, ça va pas aller.
Non, non, je rigole. Je rigole. On va vous aider. D'accord. C'est pas expliqué pareil, ça va. Mais donc, le moindre souci de vocabulaire de tout, venez nous voir, n'hésitez pas, écrivez-nous des mails, téléphonez-nous. Ça va. C'est vrai que moi je prends toujours des références par rapport à ce que je faisais, mais j'oublie qu'il y a quelques petits profils un peu particuliers. Ça va, mais donc n'hésitez pas, surtout. Blabla. Donc ça, je vous rappelle, Cronbach, la relation nichage, école nichée dans méthode. Et pour ça, vous allez donc utiliser l'analyse de variance pour classification et hiérarchiser. Donc ça, c'est les deux choses que vous connaissez jusqu'ici normalement, les deux types d'analyse de variance. Celle qu'on appelle l'analyse de variance simple, qui permet de regarder des différences de groupes dans un ensemble, des groupes constitués à l'intérieur d'un ensemble de données qui ont été partitionnées grâce au niveau d'une variable indépendante. Et donc là, il y a un effet à tester qui est l'effet de cette variable indépendante, les différences entre les groupes. Et l'analyse de variance, pour raccourcir, on dit hiérarchisée, mais c'est pour classification hiérarchisée, dans lesquels il y a plusieurs critères subordonnés l'un à l'autre. Ce que vous avez vu jusqu'ici, c'est juste un critère subordonné à l'autre. Donc là, il y a deux effets à tester. L'effet de la variable nichante et l'effet de la variable nichée dans la variable nichante. Ok, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, qui est justement l'analyse de variance à deux critères croisés, qui est la matière du cours de cette année. Donc en gros, tout ce que j'ai vu jusqu'ici, je ne vais pas vous interroger là-dessus, je suppose que vous connaissez ça, mais bon, comme je sais que tout le monde n'est pas au même niveau, enfin on n'a pas tous utilisé le même vocabulaire, j'ai préféré repartir, faire des bases pour qu'on soit tous plus ou moins sur le même socle avant d'entamer cette troisième procédure. Ok, donc troisième procédure, là on a donc deux variables indépendantes qui entretiennent entre elles une relation de croisement, la variable méthode et le niveau d'anxiété. La variable méthode, 3 niveaux, méthode 1, méthode 2, méthode 3. La variable anxiété, 4 niveaux, anxieux 1, 2, 3, 4, que l'on a déterminé en faisant passer par exemple un test d'anxiété à des sujets. Et de nouveau, c'est une méthode de lecture. Donc là, non seulement on veut voir si y a un effet de la méthode lecture, mais on veut voir aussi s'il y a un effet du niveau d'anxiété des sujets. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer que certaines méthodes ne soient pas bien adaptées à des sujets qui soient trop anxieux. Et donc c'est important de connaître de manière générale le niveau d'anxiété des sujets et de pouvoir croiser ces deux méthodes, ces deux variables, pardon. Et donc vous voyez qu'à l'intérieur, c'est ce que je vais appeler des cases. Vous avez à chaque fois 3 valeurs qui sont les scores obtenus par 3 sujets. Donc par exemple, la première case, la 11, 10, 12, c'est 3 sujets qui ont eu la méthode 1 et qui étaient de niveau d'anxiété 1. Ok ? Donc toutes les données qui sont là sont des données indépendantes. C'est chaque fois des valeurs sur des sujets différents. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un effet méthode, s'il y a un effet anxiété, sur les scores à chaque fois en lecture, mais surtout s'il y a un effet d'interaction entre ces deux variables. Donc, relation de croisement, qui, rappelez-vous, graphe de Cronbach, peut se symboliser avec les deux ellipses qui se recouvrent partiellement. Et donc, pour résoudre ça, on va utiliser l'analyse de variance à deux critères croisés. 3 effets testés, l'effet de la méthode, l'effet du niveau d'anxiété et l'effet conjoint des deux. Je vous rappelle que c'est une relation de croisement, donc il n'y a pas de relation de subordination d'une des variables par rapport à l'autre. Si je sais quelle méthode le sujet a eu, par exemple il a eu la méthode 2, je ne peux pas savoir son niveau d'anxiété, parce que s'il a eu méthode 2, ben, il peut être partout dans cette colonne-là. Si je sais qu'il est super anxieux, donc niveau anxiété 4, ben, je ne peux pas savoir quelle méthode il a eu. Donc, à un niveau de la variable anxiété est associé tous les niveaux de la variable méthode, et à un niveau de la variable méthode est associé tous les niveaux de la variable anxiété. C'est ça la relation de croisement. Donc, pas de relation
de hiérarchie entre les variables. Et donc savoir quel ensemble méthode appartient le score nous permet de savoir à quel ensemble anxiété il appartient. Alors une chose importante, je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que si vous avez compris ça, vous allez facilement entrer dans toutes les formules qui vont suivre. C'est la manière dont on va symboliser les choses à l'intérieur du plan expérimental et du tableau de données. Donc on va utiliser une symbolisation particulière. Je vous en ai déjà légèrement parlé quand j'ai passé les slides sur des tableaux, mais je vais revenir de manière plus systématique là-dessus. Alors ne criez pas, je vais reprendre chacun des éléments. Alors, première chose dans ce genre de tableau, ce qu'on va appeler un tableau à double entrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les niveaux d'une des variables indépendantes va former ce qu'on va appeler les rangées du tableau, ou encore les lignes du tableau. Et les niveaux de l'autre variable indépendante vont former les colonnes de mon tableau. Donc dans mon exemple, la variable B, c'est la variable méthode. Donc j'ai 3 colonnes. Et la variable A, c'est la variable anxiété. J'ai 4 rangées, 4 colonnes. Ok. Par convention, et on utilisera ça dans la suite des formules, des calculs, on appellera toujours A la variable qui forme les rangées du tableau et on appellera B la variable qui forme les colonnes du tableau à double entrée. Ok. Autre chose, c'est qu'on a vu qu'à l'intersection d'un niveau d'une variable et de l'autre niveau, et d'un niveau de l'autre variable, il existe un ensemble de données. J'ai appelé ça une case. D'accord? Donc ici, j'ai une case. À l'intérieur de cette case, j'ai un ensemble de données. J'ai un ensemble de sujets statistiques sur lesquels j'ai pris des mesures. Alors, vous voyez que donc, chaque donnée du tableau, on va la symboliser par la lettre X. Donc chaque donnée, regardez, vous voyez ici, c'est X. Je vais la symboliser par X. Si je veux situer une donnée dans ce tableau, j'ai besoin de plusieurs informations. Je dois savoir à quelle colonne la donnée appartient. Je vais dire dans l'autre sens. Je dois savoir à quelle rangée la donnée appartient. Je dois savoir à quelle colonne la donnée appartient. Quand je sais ça, je sais dans quelle case elle se situe. Et puis, je dois connaître sa place à l'intérieur de la case. Donc, pour pouvoir situer une donnée à l'intérieur de ce tableau, j'ai besoin de 3 informations. 3. La rangée, la colonne et la place dans la case. Quand je connais la rangée, la colonne, je connais la case. Et puis, je dois connaître la place dans la case. Ça va? Donc, 3 indices. C'est pour ça que vous voyez que chaque donnée, là en dessous, il y a 3 valeurs en indice. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans les tableaux. L'indice qui indique la rangée, on va l'appeler I. L'indice qui indique la colonne, on va l'appeler J. Et l'indice qui indique la place dans la case, on va l'appeler K. Donc voilà, la donnée ici, tout à fait générale, c'est X, I, J, K. Ok? Donc, si j'ai une donnée ici dans cette case-là, ce sera la donnée X, 1, 1, et c'est la première de la case, 1. X, 1, 1, 1, c'est la toute première ici de la case, ça va? Ok, donc I, c'est dans quelle rangée, J, c'est dans quelle colonne, et K, c'est la place dans la case. Alors, P, il y a P et Q. Donc, P, c'est le nombre maximum de rangées. Et Q, c'est le nombre maximum de colonnes. Donc dans mon exemple d'avant, j'avais 3 méthodes, donc j'avais 3 colonnes, donc P égale 3. J'avais 4 niveaux d'anxiété, j'avais 4 rangées, donc... pardon, excusez-moi. 3 méthodes, donc c'est Q qui vaut 3, d'accord? Q colonne, Q qui vaut 3. 4 niveaux d'anxiété, donc P vaut 4. On peut dire aussi que l'indice I varie de 1 à 4 et l'indice J varie de 1 à 3. Ok? Alors, vous voyez d'autres choses bizarres apparaître dans ce tableau. C'est des X, alors on ne les voit pas bien, mais il y a une barre au-dessus. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. X avec une barre symbolise la moyenne. Symbolise une moyenne. Alors, vous pouvez faire différents types de moyennes à l'intérieur de ce tableau.
Vous pouvez faire des moyennes de rangée. Donc là, vous prenez toutes les données, vous vous souvenez de mon ellipse rose là. Vous pouvez faire des moyennes de colonnes. Vous pouvez faire des moyennes de cases. Et puis vous pouvez faire une moyenne générale de toutes les données, quelle que soit la rangée, la colonne, la case. Alors, comment est-ce qu'on va symboliser les moyennes? On va mettre l'indice, donc si c'est une moyenne de rangée, on va mettre à la place de l'indice I le numéro de la rangée. Donc X, il veut bien, voilà. X bar 1, c'est la moyenne de la première rangée. Et puis cette moyenne, elle est faite sur toutes les colonnes, d'accord, sur toutes les données ici. Et c'est sur toutes les données à l'intérieur des cases. Et donc, je mets un point à la place de l'indice de la colonne et je mets un point à la place de l'indice de la case. Ici, on va prendre celle-là, mais ça c'est la moyenne de la colonne numéro J. D'accord? Ça c'est la moyenne de la première colonne, quelle que soit la rangée, puisque je fais une moyenne au travers de tout. Donc je mets un point à la place de l'indice de rangée. Il y a un point d'abord. Puis c'est 1 parce que c'est la première colonne, donc J vaut 1. Et puis, je traverse toutes les cases, donc quel que soit l'indice K. Donc je mets un point à la place de K. Ok? Donc moyenne de rangée, moyenne de colonne. Moyenne de case, j'ai dit une case, j'ai besoin des deux indices pour la situer, le I et le J. Donc si je prends la première case, sa moyenne c'est X bar 1, puisqu'elle appartient à la première rangée, 1 parce qu'elle appartient à la première colonne, et point parce que je fais une moyenne sur tout l'indice K. Ça va? Et évidemment, la moyenne générale, je fais une moyenne sur toutes les rangées, toutes les colonnes et toutes les données par case. Donc c'est X bar, point, point, point. Ça va? Donc tout ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une case. Donc une case contient un ensemble de données. Ici, 3 méthodes, 4 niveaux d'anxiété, donc 12 ensembles de données, 12 cases dans mon tableau. Pour identifier une donnée, il faut savoir à quel critère de partition A est associé, c'est-à-dire à quel niveau de la variable A est associé, la même chose, dit autrement, donc à quelle rangée. À quel niveau du critère de partition B, c'est-à-dire à quel niveau de la variable B elle est associée. Donc c'est l'indice J. Et puis donc quand on sait ça, on sait à quelle case elle appartient, et puis il faut savoir où elle se situe dans une case. Et donc, ça c'est l'indice K. Donc, pour situer une donnée, on a besoin de 3 indices I, J et K. Et j'ai repris ici chaque fois les valeurs dont je viens de vous parler. Alors, pour une petite parenthèse, l'indice de case, pardon, l'effectif de case, le nombre de données à l'intérieur de chacune des cases ne doit pas être nécessairement constant. On pourrait avoir des plans expérimentaux avec plus de sujets qui ont eu telle méthode et qui étaient de tel niveau d'anxiété, c'est possible. Donc un logiciel de statistique sans problème, vous rentrez vos données statistiques avec des effectifs de cases différents et il vous fait sans souci la procédure de calcul statistique. À la main c'est plus compliqué parce qu'il faut des pondérations différentes et donc nous pour pouvoir faire les calculs à la main, parce que vous allez vous exercer à la main, on va considérer que l'effectif de case est constant. Il y a toujours le même nombre de données par case, ça va faciliter les calculs. Et donc, l'effectif de case, on va l'appeler petit n. Et donc, l'indice K va varier de 1 à n. Comme l'indice J variait de 1 à Q, l'indice P variait de 1 à P. L'indice J variait de 1 à Q, l'indice I variait de 1 à P. L'indice K à l'intérieur de la case varie de 1 à n. Il y a n données à l'intérieur de chaque case. Oui. Non, petit n, c'est le nombre de sujets dans une petite case. Et grand n, ce sera la somme de tous les petits n. Ou le nombre de cases multiplié par petit n. Ça va? Alors, j'ai repris par rapport à mon exemple tout ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, vous avez à chaque fois le tableau de données, le nombre de niveaux, la case, et il y a un petit exercice, il y a à chaque fois
donc la transposition de la symbolisation théorique par rapport au tableau. Donc, comme ça, vous voyez, variable A, 4 niveaux, donc P égale 4, I varie de 1 à 4, donc vous avez à chaque fois le détail qui est là. Le surlignement, donc la barre au-dessus du X, ça indique la moyenne. Le point, c'est la place de l'indice sur lequel on a effectué la moyenne. On peut avoir plusieurs points. Alors, imaginons ici qu'on a un élève qui a eu la deuxième méthode. Donc, pour lui, J vaut 2. Il a été classé anxieux plus, qui est la troisième sur l'échelle de 4. Donc, pour lui, I vaut 3. D'accord ? Et il est il est l'avant-dernier. Il est l'avant-dernier par ordre alphabétique, donc pour lui, K vaut 9. Donc si je veux symboliser son score, je dirais X3, d'abord c'est d'abord I, X3, 2, 9, égale la valeur du score. Ok, je reprends ça, je vois ce que j'avais ici. Oui, ça c'est, j'ai symbolisé les moyennes dans mon tableau, d'accord ? Voilà. Alors, petit exemple ici, donc toujours Félix, X, donc s'il a obtenu une note 18 sur 20, je vais écrire ça comment ? Je vais écrire X, indice, je vous écoute. Donc, Félix a eu 18 sur 20, donc ça, je vais écrire X, 3, 2, 9 égale 18, d'accord ? Donc j'écrirai ça comme ça, symboliquement. Lui et ses compagnons, donc dans sa case, ils ont une moyenne de 17,6. Donc comment est-ce que je vais écrire ça, la moyenne ? X bar. Qu'est-ce que je mets comme indice ? 3, 2 points. D'accord ? Parce que c'est la moyenne sur K, c'est sur la moyenne sur toutes les données de la case. Donc X bar 3, 2 points égale 17,6. L'ensemble des élèves qui ont eu la méthode numéro 2 ont une moyenne de 16,5. Donc ça, je vais écrire X bar. C'est la méthode numéro 2, non ? X bar. Point. C'est 2, c'est la méthode numéro 2. X bar, point 2, point. D'accord ? Tous les anxieux plus, ça c'est le niveau 3, les anxieux plus, ont une moyenne de 13, donc ça je vais écrire ça X. X bar, la barre est déjà mise. Point. Je n'importe quoi. 3, point, ok, égale 13. Et la moyenne générale de tous les élèves est de 14,2. X bar, point, égale 14,2. C'est important que vous ayez compris tout ça parce que maintenant, moi, je vais vous donner des formules avec ces symbolisations et vous allez devoir traduire ça en termes de nombres pour faire les calculs. Donc, si vous n'avez pas compris cette lecture-là, vous n'allez pas savoir faire l'inverse.